Bon, chers amis, bonjour. Tout d'abord, je voulais remercier Yuri Eroshka et toute son équipe pour cette invitation, pour l'édition et la traduction de mon livre en roumain, et pour continuer ce combat et l'organisation de tels événements malgré toutes les difficultés qu'ils ont connues. Donc bravo Yuri et bravo à vous. Pour mon intervention, donc, je vais m'adresser à vous en français. Je pourrais le faire en anglais, mais vraiment j'ai quand même du mal. Comment dire, c'est au départ la langue des relations internationales et du politique, c'est le français, et la langue du commerce, c'est l'anglais. On parlait de langue du politique. Voilà. Donc mon exposé va s'intituler Multipolarité et société ouverte, le réalisme géopolitique contre l'utopie cosmopolitique. Première partie, le messianisme post-politique de la société ouverte et la guerre civile mondiale. George Soros et les globalistes désignent souvent leur projet politique par les termes de société ouverte. Pour eux, cette société ouverte constitue bien plus qu'un idéal politique. Il s'agit en fait d'une révolution anthropologique totale qui vise à transformer l'humanité dans son ensemble et à abolir les États-nations historiques qui forment encore le cadre normatif des relations internationales. Pour y arriver, les globalistes usent d'une forme d'ingénierie sociale qui agit sur les sociétés humaines de manière progressive mais continue. Cette méthodologie, qui a été théorisée par les pères fondateurs de la cybernétique et du marxisme culturel, est aujourd'hui employée par les réseaux Soros avec une efficacité inédite dans l'histoire contemporaine. Il s'agit d'une conception politique qui vise à dissoudre progressivement le politique et les prérogatives des États-nations au sein d'un super-État mondial qui viendrait encadrer et piloter la vie de l'humanité tout entière. Une humanité conçue dès lors comme un seul œcumène planétaire unifié et intégré. Cette notion de société ouverte constitue l'aboutissement radical du processus historique de sécularisation entamé en Occident depuis la Renaissance. Ce processus a vu se succéder différentes phases. La Réforme, les Lumières, le Saint-Simonisme, puis le socialisme utopique, puis le marxisme théorique, puis le communisme réel, le stalinisme, et après, on va dire, la défaite du stalinisme, le marxisme culturel, le freudo-marxisme à partir de 68, et le libéralisme libertaire. Le marxisme culturel et le libéralisme libertaire fusionnant et donnant les actuelles formes du politiquement correct. Chaque vague de ce mouvement de sécularisation s'est fait plus radical et plus profond que le précédent. La société ouverte, comme projet métapolitique, synthétise toutes les phases de ce processus et, d'une certaine manière, représente la cité de l'homme dressée contre la cité de Dieu dont parlait saint Augustin. Cette notion de société ouverte recouvre très exactement un universum qui, en se prétendant universel, tend à nier l'existence même du politique qui est par nature pluriversel. La société ouverte, en tant qu'idéal d'une fin des altérités nationales en vue d'une paix mondiale définitive et utopique au sens propre, c'est-à-dire sans lieu, déraciné, hors sol, constitue une négation de l'essence du principe politique, de l'essence du politique telle qu'elle était définie par Carl Schmitt ou par l'ensemble des penseurs politiques traditionnalistes et conservateurs. La société ouverte est en fait une cosmopolitique qui a comme horizon d'attente la fin du politique et la fin du géopolitique. D'où son recours à une ingénierie sociale et à la cybernétique afin de contrôler par des moyens post-politiques les masses humaines dénationalisées qu'elle entend gérer. L'étymologie de cybernétique renvoie d'ailleurs au grec kubernetike, qui signifie gouverner, c'est le gouvernail. Donc c'est une forme de gestion des masses humaines post-politique. Mais à mesure que cette société ouverte dissout l'ordre politique normal des relations internationales en le parasitant de l'intérieur et de l'extérieur via les instances supra-étatiques et transnationales, s'installe alors progressivement une forme de guerre civile universelle dont les flammes ne cessent d'éclairer l'actualité.
En témoignent les conflits contemporains qui sont de moins en moins des guerres interétatiques déclarées, mais des conflits asymétriques et hybrides où s'affrontent, selon là encore la terminologie de Carl Schmitt, les partisans et les pirates d'une société liquide universelle au sein de théâtres des opérations toujours plus flous, brutaux et non conventionnels. À mesure que progresse ce cosmopolitisme et son millénarisme anti-étatique, progresse de concert la guerre civile mondiale. Pour freiner cette tendance inéluctable et de manière similaire au communisme des origines, l'idéal d'une fin de l'État et d'une parousie post-politique et post-nationale aboutira de fait au retour d'un arbitraire plus violent que ce qu'aucun État n'aura jamais infligé à ses citoyens dans l'histoire. Si les États-nations sont défaits, émergera alors un léviathan mondial d'une brutalité inédite, une version globalisée du stalinisme. C'est face à un avatar de ce léviathan libéral que se sont heurtés les Gilets jaunes en France cette année. Le léviathan libéral, dans sa version française, mais aussi dans sa version internationale prochaine, protège les migrants dont il a besoin comme esclaves, mais crève les yeux des Français opposés aux conséquences du mondialisme. Le Léviathan, sous sa forme macro-merkelienne, a besoin de plus de migrants pour empêcher les révoltes populaires et pour faire des migrants des auxiliaires de police contre les patriotes français. Demain, face au risque d'une contagion internationale d'un retour du nationalisme, c'est l'ensemble de l'Occident libéral qui peut se transformer en Léviathan, et principalement l'Union européenne, qui n'acceptera jamais de modifier sa forme fédérale jacobine globaliste en une confédération d'États-nations souverains, mais coopérants, ce que nous souhaitons. L'essence du mondialisme, c'est en fait le populicide, quelle qu'en soit sa forme, sanglante sous le jacobinisme ou le bolchevisme, souriante sous sa forme actuelle. La société ouverte, c'est le populicide avec le sourire. Mais un sourire qui va devenir toujours plus nerveux et contracté au fur et à mesure que les gens vont commencer à comprendre ce qui se cache derrière ce projet, à l'image de la face crispée d'Emmanuel Macron face au peuple français depuis quelques mois. Donc, face à ce projet globalitaire d'une société ouverte, transnationale, on observe des ruptures et des fractures de plus en plus affirmées, y compris au sein de l'appareil politique, on pourrait dire, de l'élite occidentale. On voit différentes tendances se développer. On voit une lutte de plus en plus affirmée entre globalistes sorosiens, type Merkel-Macron, qui ont leur agenda vraiment de société ouverte, et une tendance que je qualifierais de néo-occidentaliste, ou, comme l'a dit tout à l'heure Youssef Indy, peut-être de libéral conservateur, ou chose comme ça. Cette ligne de fracture entre globalistes et néo-occidentalistes traverse tout l'Occident et s'avère déterminante quant à l'avenir du système des relations internationales. Irons-nous ainsi vers plus d'intégration globaliste, ou bien l'anglosphère et ses alliés vont-ils faire bloc pour contrer une alliance stratégique eurasiatique et l'émergence d'un monde post-occidental ? En gros, on a le globalisme qui continue son trajet vers une forme de gouvernement mondial, et on a des occidentalistes américains et anglo-saxons, et d'une certaine manière leurs alliés temporaires ou à plus long terme, qui tendent à se détacher et à vouloir réformer ce globalisme. Pour avoir les mains libres dans la guerre géoéconomique qui se joue entre l'Empire américain et ses rivaux stratégiques eurasiatiques, il devient urgent pour ces néo-occidentalistes de contenir l'influence interne à l'Occident que possèdent les réseaux Soros et à la limite de les laisser agir à l'étranger. C'est-à-dire là où ils peuvent être utiles pour aller chatouiller les géants terrestres que sont la Chine et la Russie sur leur marche, comme à Hong Kong, en Ukraine, en Géorgie, en Arménie et partout ailleurs sur ces verrous pivots du Rimland qui ceinturent l'Eurtland eurasiatique. Les néo-occidentalistes, qui ne sont pas les néo-conservateurs de l'époque Bush, convergent malgré tout parfois avec les sionistes de droite afin de contrer les liens qu'entretiennent les réseaux Soros et la gauche israélienne type Ehud Barak. Mais ils peuvent aussi diverger avec les orientations plus sionistes, comme l'illustre l'éviction plus récente de John Bolton. À ces hauteurs du pouvoir politique occidental, le vent souffle très fort et change très vite de direction.
L'affaire Epstein, dont on a beaucoup parlé, fut un bon indicateur de cette friction entre une gauche sorosienne globaliste et une droite néo-occidentaliste philo-sioniste. Dès 2015, Trump avait ainsi attaqué Bill Clinton sur sa fréquentation assidue de Jeffrey Epstein et de ses prestations diverses. Dès qu'Epstein fut suspecté de détournement de mineurs, Donald Trump fut celui qui se rapprocha de l'avocat des jeunes victimes et qui donna beaucoup d'informations de manière à pouvoir accuser Epstein. L'avocat même des victimes déclarait que Trump avait été le seul people, entre guillemets, à avoir agi de la sorte et que sa collaboration lui fut précieuse. On connaît par ailleurs la proximité d'Epstein avec Ehud Barak, proximité qui a été révélée par les photos du Daily Mail où on peut voir Ehud Barak à 73 ou 76 ans, je crois, sortir le visage partiellement caché de la résidence de Jeffrey Epstein, où il avait le recours au service de très jeunes femmes, dans le pur style de ces prédateurs internationaux. Ehud Barak, le même Ehud Barak, qui annonçait fin juin 2019 la fin prochaine de l'ère Netanyahou. Ehud Barak, qui est lui aussi régulièrement accusé par la droite israélienne d'être soutenu par Soros et par ses relais israéliens. Netanyahou fut ainsi le premier avis des révélations sordides sur Ehud Barak, révélations qui survinrent peu avant les récentes élections législatives israéliennes et qui ont été très diffusées en Angleterre par le Daily Mail en pleine période de Brexit. On voit ici un axe Trump-Netanyahou se confronter à une gauche internationale Clinton, Epstein, Barak, Soros, pour résumer à contraire. Et ça n'est que le point le plus saillant de cette confrontation, car sur les questions de société les plus clivantes, comme l'avortement, le communautarisme LGBT ou l'identité, ces deux orientations du monde occidental se font face et divergent régulièrement. Il s'agit de savoir de quelle manière sera géré l'Occident. À la fin de mon livre, je parlais dans un chapitre d'une unité et scission au sein du judaïsme politique. Cette ligne de tension n'a fait que s'accroître depuis. Le très influent néoconservateur Daniel Pipes parlant ainsi, quant à lui, d'une opposition frontale, c'est lui qui le dit, entre État d'Israël et l'établissement juif européen. Daniel Pipes fait partie de ceux qui accusent régulièrement la gauche juive de la diaspora de refuser l'alliance que devraient faire les juifs avec les conservateurs et les populistes occidentaux. Alliance qui doit permettre de contrer les ennemis d'Israël et de l'Occident que sont la gauche et l'islam. C'est la ligne de dénonciation de l'islamo-gauchisme que suivent en France des gens comme Okol Nadel, Elisabeth Lévy, des Rio Foll, Zemmour et autres, ou des médias qui se prétendent dissidents comme la revue L'Incorrect. C'est une stratégie qui vise à pousser les nations européennes vers une alliance judéo-occidentale américano-centrée face au cosmopolitisme sorosien. C'est une tendance géopolitique qui a toujours existé aux États-Unis, où dès les années 50, Robert Strauss UP crée l'Institut de recherche en géopolitique étrangère, le Foreign Policy Research Institute, influent centre de formation géopolitique qui visait à réarmer conceptuellement l'Amérique dans le contexte de la guerre froide. Robert Strauss fut en quelque sorte un père du néoconservatisme. Il théorisait à l'époque l'idée d'une Europe décadente qui devait être sauvée des griffes de l'Asie russe, chinoise et arabe. Pour ce faire, l'Europe devait être gérée comme une province d'un empire américain comparable au rôle que tenait l'Empire romain pour les cités grecques face à l'Empire perse asiatique. Pour accélérer un petit peu, donc, les néo-occidentalistes comme Trump ou son ancien conseiller Bannon sont plus réalistes, moins idéalistes et donc moins interventionnistes que les néo-conservateurs. L'idée d'un empire américain universel les intéresse moins que d'empêcher l'éclatement des États-Unis sous le poids de leurs contradictions internes, tout en maintenant une influence américaine assez forte pour contrer la montée de la Chine afin de rester en tête du système des relations internationales au XXIe siècle. Mais Trump et ses proches ne tiennent pas l'ensemble de la structure du pouvoir américain. Aussi, les tendances globalistes ou sionistes dures qui se confrontent entre elles poussent les États-Unis vers leur agenda respectif et empêchent Trump de réaliser pleinement ses promesses électorales d'un retour à un isolationnisme modéré. Comme on le voit ainsi, le système géopolitique international est partagé entre différentes tendances lourdes qui cherchent chacune à imposer leur orientation géopolitique, idéologique et sociale. On pourrait décliner ces tendances ainsi. La première, donc, un pan conservatisme néo-occidentaliste promu par l'administration Trump et ses alliés en Europe, en Grande-Bretagne et par la droite israélienne.
Ce panconservatisme veut ménager la Russie face à la Chine, mais empêcher une convergence stratégique entre l'Union européenne et la Russie. C'est d'une certaine manière la pensée d'un Samuel Huntington qui est ici réactualisée. Des commentateurs superficiels ont beaucoup ri de l'intention de Trump de racheter le territoire du Groenland. Mais la carte du monde que propose Samuel Huntington dans son livre Le choc des civilisations inclut précisément le Groenland et les pays scandinaves comme faisant partie de la civilisation chrétienne occidentale dans son classement des civilisations mondiales. Donc la deuxième tendance après ce panconservatisme serait donc qui se confronte, qui empêche ce panconservatisme d'émerger, parce que là on a vu récemment en Europe la défaite successive, c'est-à-dire les européistes se sont organisés de manière très, très opérative face à la montée des souverainistes. Et ainsi on a eu l'affaire Strache, on a eu Salvini qui a aussi été empêché, on a eu le Brexit qui est bloqué, donc les européistes ne comptent pas se laisser faire ainsi. Cet européisme, donc un européisme globaliste sorosien pur jus, dont le centre de gravité politique est actuellement incarné par le couple Macron-Merkel, d'où le traité d'Aix-la-Chapelle, traité sur la coopération et l'intégration franco-allemande, signé par Macron et Merkel cette année, au début de la crise des Gilets jaunes. Ce traité vise à accélérer la constitution d'un pôle continental globaliste intégré et d'un plan B pour l'UE et la société ouverte face au risque d'émiettement ou même de simple changement d'orientation de l'Union européenne. Une montée pour l'instant freinée par les manœuvres politiciennes, comme je vous disais, en Italie, Grande-Bretagne, Autriche. Troisième volet, enfin troisième tendance géopolitique, une intégration géoéconomique eurasiatique dont le moteur principal est la Chine et sa volonté de réaliser le projet grand continental des nouvelles routes de la soie. Alors, face à ces trois options, il nous faut être réalistes. Dans chacune de ces trois voies géopolitiques, les Français et ce que j'appelle les peuples natifs européens, dont nous sommes tous, ont plus un destin d'objet que de sujet politique. La situation actuelle est pour nous tous très périlleuse, sur tous les plans, démographiques, économiques, sécuritaires, culturels, civilisationnels, religieux, etc. Alors sur le plan des valeurs, le panconservatisme trumpien et ses alliés souverainistes apparaissent comme la meilleure ou la moins pire de ces trois orientations. Mais au niveau de la politique étrangère, avec le parasitage permanent du sionisme religieux, cette orientation compromet nos intérêts géostratégiques au Moyen-Orient et en Eurasie. Je pense que, à nouveau, et nous sommes, je pense, ici là pour cela, la boussole géopolitique qui devrait actuellement continuer de nous guider, me semble être cette idée toujours neuve et actualisable d'un axe Paris-Berlin-Moscou et d'une entente stratégique continentale européenne entre souverainistes non alignés. C'est la seule option géopolitique et civilisationnelle capable de faire pièce en premier lieu à l'euroglobalisme mortifère des Soros, Macron-Merkel, mais aussi de contenir l'anglosphère et la montée de la Chine. Entre la bête de la mer et la bête de la terre, entre Léviathan et Behemoth, ce serait bien de ne pas avoir à choisir notre prochain maître. Seule une volonté de puissance et de coopération euro-russienne pourrait empêcher notre servitude prochaine et la diffusion universelle de la guerre civile mondiale. Seule une volonté de puissance et de coopération euro-russe pourrait empêcher l'écartèlement de nos peuples romano-germaniques et touraniens dans la guerre géoéconomique mondiale entre le néo-occidentalisme, le néo-asiatisme et le globalisme post-national. Sur cette voie, la Moldavie constitue une clé de voûte essentielle de cette architecture géopolitique ambitieuse, mais vitale pour l'avenir de nos peuples et de notre descendance. Je vous remercie. J'espère